Amis téléspectateurs, c'est sous le signe du renouveau que nous recevons ici même le ministre de la Défense. Dans cette émission, on fait le point. On fait le point, passera à revue, mesdames et messieurs, la gestion et les dépenses justement au niveau du ministère de la Défense nationale. Vous savez que le président de la République avait juré de faire de la transparence justement son système de gestion, n'est-ce pas, de l'État. Et aujourd'hui, dans cette émission, mesdames et messieurs, il est question de redevabilité. Chaque ministre, au cas par cas, mesdames et messieurs, passera ici pour vous expliquer comment est-ce qu'il a géré, n'est-ce pas, les deniers publics dans son département sectoriel. C'est un exercice important justement pour la nation, justement exercice auquel nous allons justement nous atteler ici avec le général Abakar Sidiki Kamara. Et pour parler camper justement ce sujet, je suis avec Tcherno Amadou Kamara, justement du site guinée114.com. Avec lui, justement, mesdames et messieurs, nous allons essayer de cerner la gestion, n'est-ce pas, du budget au niveau du ministère de la Défense sous le sceau de la refondation. Monsieur le ministre, vous êtes les bienvenus dans cette émission. On fait le point. Merci beaucoup, monsieur Djibril Diallo. Bonsoir, mon frère Kamara. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de se retrouver ici pour aller vif au sujet. On dit que quiconque gère doit rendre compte. Donc c'est un plaisir de venir nous expliquer devant le peuple de Guinée à travers votre petit écran. Le ministère de la Défense nationale a reçu dans le budget exercice 2024 un budget global de 4 844 milliards 135 millions 142 661 francs guinéens. Ce budget est reparti à titre de dépenses de personnel. Cette dépense de personnel est engagée à 100% puisque la solde du mois de décembre est déjà engagée. Au titre 3, d'abord au titre 2, pour la dépense de personnel, c'est 3 909 655 000 francs guinéens. Au niveau du titre 3, les dépenses de biens et services. Les dépenses de biens et services concernent les dépenses courantes du département, le carburant, les lubrifiants, les pièces de rechange. Pour justifier cela, et ces dépenses de biens et services se chiffrent à 271 milliards 761 millions 946 669 francs guinéens. Au titre 4, dépenses de transfert, pour un crédit annuel de 318 milliards 808 millions 111 670 francs guinéens. Au titre 5, dépenses d'investissement, pour un crédit budgétaire annuel de 344 milliards. Alors, si je reprends le titre 4, il faut savoir que le titre 4, il y a qui est dépenses de transfert, mais aussi pour dépenser la sécurisation de nos frontières avec les unités qui sont installées, les compléments des bourses de nos militaires. Vous aurez les chiffres de nombre de militaires à l'étranger tout à l'heure, mais aussi des bourses de spécialités que nous achetons près de certains partenaires et les évacuations sanitaires. Voilà à peu près le budget du ministère de la Défense nationale. Ce budget a été exécuté sur 5 axes principalement. Ces 5 axes se constituent la réforme du secteur de sécurité, les opérations intérieures et extérieures, la formation du personnel, les infrastructures et les équipements. Voilà à peu près ce qu'on a utilisé. Pour ce qui est de la réforme, il s'agit de rédiger les textes de loi. Les textes de loi, globalement, les lois et le règlement, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés. Alors, il y a un comité technique sectoriel défense qui est chargé de la réforme, qui rédige ces textes de loi. En 2024, nous avons pu élaborer 26 projets de décrets et 12 sont signés et les 14 sont en attente, parce que ça doit suivre un circuit avant d'être signé.
On a rédigé 34 projets d'arrêté, dont 19 sont déjà signés, et les autres sont dans les circuits pour être réformés. Ces textes de loi, leur impact, c'est d'abord la structuration des services centraux du ministère de la Défense, les organismes de commandement. Et il faut créer une telle unité pour répondre à un besoin. Il faut supprimer une telle unité parce que ça ne répond plus aux besoins. Il faut adapter les équipements. Ensuite, entre deux, les opérations. Les opérations sont de deux sortes. Il y a les opérations intérieures qui se subdivisent aussi en deux et les opérations extérieures. Les opérations intérieures se subdivisent en deux. Il y a les opérations militaires qui concernent les opérations militaires le long des frontières. La surveillance, les patrouilles, soit nationales, c'est-à-dire c'est l'armée nationale qui fait ces patrouilles, ou les patrouilles conjointes avec des pays frontaliers. Ça, c'est au niveau des militaires. Mais il y a aussi les opérations intérieures de police qui concernent uniquement la gendarmerie nationale. Les opérations de maintien d'ordre, de service d'ordre, de rétablissement d'ordre. Et voilà, les patrouilles mixtes, diurnes, nocturnes. Ensuite, et l'exécution des lois et des textes des arrêts de la justice guinéenne. Ensuite, il y a des opérations extérieures. Les opérations extérieures, nous avons, c'est en fin 2023 et puis début 2024 qu'on a mis fin à la plus grosse opération extérieure qui était la présence d'un bataillon guinéen à Kidal. Le retrait, c'est en 2023, mais avec la lourdeur de la machine militaire, il ne pouvait pas rentrer comme ça. Il faut faire rentrer les hommes, il faut faire rentrer nos machines et puis nos engins. Donc c'est en 2024 qu'on a pris. Mais cela n'empêche pas la Guinée de mener d'autres opérations extérieures pour répondre aux engagements pris par la Guinée au sein des Nations Unies, notamment la présence de nos militaires au Sahara occidental, dans le cadre de la résolution du conflit, dans le conflit Sahara occidental. Nous avons aussi des militaires au Sud-Soudan, toujours dans le cadre des Nations Unies. Nous avons des militaires au niveau du Soudan lui-même, qui est actuellement en guerre, mais des militaires aussi au Sud-Soudan, toujours dans le cadre des Nations Unies pour respecter les engagements de la Guinée. Il y a maintenant la formation. La formation, c'est depuis le soldat jusqu'au niveau du cours des généraux, c'est-à-dire l'école de guerre ou l'Institut des hautes études nationales. Et cette année, nous avons continué à former nos militaires par les différents, parce que l'armée c'est plusieurs étages, à chaque grade correspond une formation, parce que chaque grade appelle à remplir des devoirs, des tâches dont on doit apprendre le contenu. Alors, de nos jours, jusqu'à fin décembre, nous avons à peu près 3250 militaires qui sont formés à l'intérieur de la Guinée. Ça, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de mer. 3250 militaires formés dans les différentes écoles de la Guinée. Maintenant, à l'extérieur, dans le cadre de la coopération, il y a 421 militaires à tous les niveaux, de soldats à général, ceux qui sont à l'étranger, au niveau de l'armée. Au niveau de la gendarmerie, c'est la même chose. La gendarmerie a formé, le haut commandement a formé 4631 gendarmes dans les différentes écoles de gendarmerie sur le territoire national et il y a 118 gendarmes, sous-officiers et officiers qui sont à l'étranger. Donc c'est comme tout de suite là, j'ai parlé de la paye des bourses ou des compléments de bourse. Tous ces gens-là, il faut les payer à raison de $120, comme les civils, par mois. Et il faut les renvoyer parce que ces pays-là, la vie coûte cher. Et ces transferts d'argent aussi coûtent cher. Ensuite, il y a les infrastructures. Au quatrième point, parce que j'ai dit qu'il y a 5 points, au niveau des infrastructures, nous avons continué à
améliorer les conditions de vie et de travail des militaires par la réalisation de certaines infrastructures, notamment au niveau des casernes. En 2009, pendant la première transition de 2009, il y a eu un contrat avec l'entreprise Guicopress pour la construction des ouvrages au niveau des casernes qui n'ont pas été terminés. Sous le leadership du chef suprême des armées, avec le CNRD, il y a eu un règlement avec le ministère des Finances pour mettre ce projet à la dette, ce qui a permis à l'entreprise de commencer l'achèvement des travaux. Et les travaux concernent 534 ouvrages à terminer sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, dans le budget, ça c'est en dehors de notre budget, c'est le service, ça c'est au niveau de la dette. Dans le budget de 2024, que je vous ai dit tout à l'heure, dépenses d'investissement, nous avons construit 10 compagnies. Une compagnie, c'est à peu près en casernement, des bâtiments qui peuvent abriter 120 personnes à 160 personnes, avec le bureau du commandant, le logement du commandant, son adjoint, le magasin d'armement, les réfectoires, l'infirmerie, tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. On en a construit 10 compagnies, notamment dans les localités de Bofa, à Koubia, à Linsan, à Lola, à Kouroussa, à Gawal, à Kirwani, à Koyama, à Wendekenema et à Télémélé. Ensuite, on a construit les bases aériennes, parce que l'armée, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée de l'air. Les bases aériennes au niveau de nos régions. Il y a eu d'abord Conakry, la base aérienne principale, c'est Conakry. Ensuite, construit le siège de l'état-major de l'armée de l'air, qui n'a jamais existé. L'armée de l'air commande toutes les bases aériennes du pays. Ensuite, nous avons construit les bases aériennes secondaires. On en a construit à Kamsar, parce qu'il y a un aéroport secondaire à Kamsar. On en a construit à Labé, à Farana, à Kankan et à Zérekori. C'est en fonction de la répartition stratégique du pays qu'on construit les bases aériennes. Ensuite, l'armée de mer. Il fallait construire les régions opérationnelles maritimes. À chaque corps correspond une unité bien déterminée. Ces régions opérationnelles maritimes, à part Conakry, il y en a à Bofa, il y en a à Forcalia, il y en a à Kamsar. On a construit ces bases aériennes, ce qui est différent des bases navales. Les bases navales et les régions opérationnelles maritimes sont à la fête administrative, commandement. Mais les bases navales sont purement opérationnelles. On en a construit une base navale à Benti et une base navale à Koba, c'est-à-dire titre opérationnel. Ensuite, le long de nos frontières, on a remarqué que nos militaires vivaient dans des conditions parfois sous les huttes face aux militaires de nos pays frontaliers. Donc il fallait construire ces PA pour les points d'appui PA pour abriter nos militaires. Là, on en a construit dans les préfectures de Mali, à Gawal, à Koundara, à Mamou, à Mandiana, Farana, Kankan, Sigiri, Dingirai, Lola et Guéguédou. Je ne vais pas vous donner le nom de l'endroit des PA, parce que ça, c'est exposé ceux qui y sont. Et il y a, notre grand projet, la construction de l'école militaire préparatoire technique, que vous, les civils, vous appelez souvent Prytanée. Parce que vous en convenez que le Prytanée est installé actuellement au sein de la caserne d'Alpha Diallo, ce qui n'est pas propice à l'éducation, parce qu'il y a un milieu ambiant et puis c'est restreint. L'école militaire préparatoire technique, c'est tout un village parce qu'il est composé à peu près de 108 ouvrages. Tout ce qu'il faut sur le site de Tabli pour que les dirigeants de demain que nous formons puissent avoir, depuis l'écriture jusqu'au niveau des simulateurs, et qui est très avancé, en espérant que l'année prochaine, au mois de septembre, nos enfants pourront transférer. Pour vous donner une idée de l'investissement, il faut tirer l'électricité à 40 km. Et l'adduction d'eau, les voies d'accès, et puis l'électricité, il y a beaucoup d'investissements, mais c'est pour l'avenir du pays. Ensuite,
On a rénové dans ce budget la résidence du feu général Lansana Conté, paix à son âme, qui est un devoir, une irrédevabilité morale pour nous les militaires. Ensuite, on a rénové le bloc de l'état-major général des armées, l'état-major de l'armée de terre et le bataillon du quartier général. Le bataillon du quartier général, c'est à peu près c'est le camp Samori. Le BQG. Le BQG. C'est le quartier administratif de l'armée. Et ensuite, il fallait construire le centre d'accueil dans nos différentes casernes pour nous mettre à l'abri, non seulement du point de vue sécuritaire, mais des dépenses. Quand les missionnaires militaires y vont, ils sont obligés de loger dans des hôtels particuliers, ce qui n'est pas très adéquat avec nos armements et autres. Donc on a construit un centre d'accueil à l'Abbé et aussi au niveau du camp Samori, construire 2 hôtels en fonction des catégories, c'est-à-dire les généraux, les colonels et ensuite les officiers subalternes, les sous-officiers. Pourquoi? Quand on reçoit les missionnaires étrangers, parfois pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme la dernière campagne de parachutisme avec les Marocains, dans l'accord, c'est nous qui devrons les loger et les nourrir. Parfois, ça nous coûte au bout de 3 mois 800, 900 millions de dépenses. Au lieu de cela, on a préféré investir, faire notre propre hôtel pour pouvoir loger nos étrangers et les officiers supérieurs qui quittent l'intérieur du pays, qui n'ont pas d'habitation à Conakry, ils peuvent y loger là. Tout ça, c'est dans le cadre de l'amélioration des conditions. Cet hôtel est où? Pardon? Cet hôtel Il est à la Corniche. Quand vous venez, l'entrée du camp Samori, là où il y a le Baobab, les 2 hôtels, il y a un qui est fini, il y a un qui est en construction, c'est visible à distance. Ensuite, on a construit le camp du bataillon opérationnel régional de Sronkoni. Ce camp, c'est pour abriter un bataillon opérationnel. Au-delà de la région, 3e région militaire, on a mis en place, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire l'armée de ses besoins et non d'entretenir l'armée de ses habitudes. Tout ce qui se passe à nos frontières, je n'ai pas à l'expliquer sur le plateau ici, mais il faut se préparer et protéger. On entend investissement, tout ceci, c'est parce que le pays est sécurisé. Donc, le président a décidé la création d'un bataillon opérationnel régional à Kankan, qui est basé à Soronkoni. Ce camp est entre Kouroussa et Kankan. Ensuite, au niveau de la Guinée forestière, ce camp, le bataillon opérationnel et régional de la Guinée forestière, est basé à Kouankan. Donc, il fallait construire ces camps-là. Ensuite, nous avons reçu quelques équipements pour la protection aérienne de notre pays, ce qui nous amène à construire des hangars pour abriter ces hélicoptères. Ce qui coûte excessivement cher parce que les hélicos, c'est avec les mezzanines et puis avec les matériels techniques de soutien au sol. Voilà. Et on a repris, vous avez vu à Conakry 1 ici, le PM3, le PM2 qui ont été détruits et qui n'ont jamais été reconstruits. Il fallait enlever un peu dans le budget 2024, à peu près financé à 30% pour que ces travaux puissent démarrer. Et en 2025, on en prend encore, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour continuer, parce que de toute façon, la construction ne pourra pas finir en 1 an. Donc pourquoi prendre l'argent de toute une année, mais d'année en année, on construit. Ensuite, l'un des impacts de la réforme du secteur de sécurité que vous constatez, c'est de ne plus voir les militaires en ville en train de se promener avec les armes. Ensuite, de ne plus voir les militaires habiter dans les quartiers, je ne parle pas de Conakry, mais à l'intérieur du pays, parce que ça crée de la confusion et il peut y avoir des mauvais comportements. Donc on a construit des dortoirs pour les soldats, on habite dessous. On en a fait une caserne à Farana, à Mamoun c'est en construction, et puis faire dépenser une piste d'atterrissage en un endroit non loin de Conakry, parce que vous imaginez que la Guinée n'a pas d'aéroport de dégagement.
C'est-à-dire, si un avion arrive, il a des problèmes, à moins qu'il n'aille atterrir à Farana. C'est le seul deuxième aérodrome international. Donc à Conakry à côté, et l'armée doit le faire pour secourir ces gens-là. Et le bataillon de Mandiana est construit. On a construit aussi un chantier naval, parce que les bateaux qui fréquentent la Guinée, quand ils arrivent, quand ils ont une panne, il faut que l'armée de mer soit capable de leur offrir ce qu'on appelle un chantier naval, où ils doivent faire les réparations. Pour ça, ils ont besoin d'un autre bateau qu'on appelle le dock flottant, qui rentre sous le bateau à réparer, il se gonfle, et le bateau il est à l'air, on peut le réparer. Donc il faut le faire. Si on ne le fait pas, notre port finira par ne pas être fréquentable, sécurisé. Et ensuite, on a remarqué que les casernes qui étaient depuis l'indépendance sont à l'air libre. Donc tout le monde vient traverser, les armes sont exposées, les bâtiments. Donc il fallait les clôturer. Ce qui nous a amené à clôturer la première région militaire de Kinya, après presque plus d'un siècle, depuis 1914, ce camp existe. C'est maintenant qu'on l'a clôturé. Clôturer le camp de l'Abbé, ce n'était pas fait depuis l'indépendance. Clôturer le bataillon autonome de Farana, ce n'était pas fait. Clôturer la compagnie d'infanterie de Senko, où tout le monde passait, et c'est aux frontières. Ensuite, clôturer le bataillon d'infanterie de Mali, préfecture de Mali, le camp de Koundara, la clôture du bataillon autonome de Guéguédou, la clôture de la compagnie d'infanterie de Guéké. Tout ceci n'était pas clôturé, et la clôture du bataillon d'infanterie de Mandiana. Vous êtes toujours dans les infrastructures ou bien... Oui, dans les infrastructures. Tout ça, ce sont les infrastructures réalisées avec ce budget de 344 milliards. Maintenant, je viens au niveau des équipements. Les équipements, comme vous parlez tout à l'heure des blindés, les véhicules blindés sont faits aujourd'hui dans tous les pays du monde. C'est pour minimiser les risques pour les soldats. Aller à la guerre déjà, c'est un risque. Mais si on peut faire que ces véhicules soient invulnérables aux armes de petit calibre, il n'y a pas mieux que l'être humain, c'est la première ressource. Donc quand vous parlez de blindés, pour nous, les militaires, ce sont des chars. On n'a pas ces moyens encore. On n'a pas ces moyens. Ceux qu'on a, on les entretient et ils nous servent bien. Ces véhicules que vous avez vus, sont des véhicules de transport de troupes. Ce ne sont pas des blindés. Ce sont des véhicules de transport de troupes, des 4x4 qui sont adaptés à notre climat, à notre terrain, à la boue, ainsi de suite. Donc on a acquis quelques engins. Donc c'est pour vous expliquer tout à l'heure, la loi de programmation militaire, on programme, d'année en année, on les accumule. Ou d'année en année, on paye aux constructeurs, ils nous les livrent. D'accord. Même les motos sont dans ça. Les motos tricycles, bicycles. En plus de ces équipements, ce qu'on a fait de plus important et qui peut être utile à toute la population, c'est l'implication de l'armée dans le processus de développement socio-économique. Le président de la République a instruit que ce soit prévu dans le budget 2024 l'équipement du génie militaire. L'équipement, tout le monde sait que le problème de route est un grand problème en Guinée. Alors, une fois que le génie militaire est équipé, les militaires sont déjà payés et ils peuvent passer tout de suite aux travaux. Alors, le génie militaire a été équipé avec une centrale de concassage, ce qui va amener l'armée, je ne sais pas, une menace, à casser le prix de granit. Parce que l'équipement que les militaires ont, c'est le peuple qui l'a acheté, c'est le peuple qui paye les militaires. On a acheté un permis avec le ministère des Mines pour avoir notre propre carrière, produire des granites, vendre à la population, vendre aux sociétés immobilières. Comme ça, ça va faciliter, mais aussi faire l'enrobage de béton bituminé pour faire des routes. Donc on a une centrale de concassage de granit, deux centrales d'enrobage de béton bituminé, et dans les semaines qui suivent,
le génie militaire sera sur les chantiers. C'est-à-dire rendre un peu plus dynamique le génie militaire. Alors, on a aussi, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des militaires, essayé de construire des fours à pain. Des fours à pain, former le personnel à fabriquer eux-mêmes leur pain, parce que ces fours, leur avantage, c'est qu'ils sont mobiles. Si l'unité se déplace pour aller en campagne, le four va avec. Et chaque caserne aujourd'hui, que ce soit la gendarmerie, le cas d'ailleurs, on a ouvert une porte au camp Samori pour ravitailler la population. Ils peuvent aller payer le pain de bonne qualité et à moindre coût. Et tous les soirs, il y a la queue devant le camp Samori, comme les autres casernes. Ensuite, dans le cadre de l'hydraulique villageoise, l'armée, dans ce budget, a acquis une unité de forage. Comme ça, il y a des zones où la population n'a pas d'eau. Et la contribution de l'armée, c'est d'aller dans ces zones, forer, faire des puits pour la population. Le dernier point, c'est les contraintes. D'abord, en contrainte, en résumé, c'est pour dire seulement que nous avons un budget très restreint et que j'en appelle ici aux législateurs pour dire que l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Et s'ils ont bien compris mes explications, les 3/4 des activités de l'armée, c'est au bénéfice du peuple. Si les douaniers perçoivent l'impôt, il y a les amendes qui sont payées, c'est parce que l'armée existe. Parce que Blaise Pascal disait que la justice sans la force, elle est impuissante, et la force sans la justice est tyrannie. Alors, il faut que l'armée soit là pour qu'il ait des recettes, pour que la mer soit sécurisée, pour que les frontières soient sécurisées, pour que la ville soit sécurisée, pour que les investisseurs puissent venir. Alors, j'en appelle à leur compréhension pour que nous puissions avoir plus de budget d'investissement. Monsieur le ministre, on se rend compte que vous avez posé beaucoup d'actes parce que vous les avez évoqués ici. Et cela veut dire que vous avez reçu d'importants fonds, parce que vous-même, vous avez évoqué plus de 300 milliards. Et nous sommes justement sur un terrain de redevabilité. Et dans un instant, monsieur le ministre, on va entamer justement la rubrique face à face. Dans cette émission, on fait le point. Monsieur le ministre, donc nous sommes dans la rubrique face à face. Est-ce que Thierno Amadou, justement, tu as retenu quelque chose, une question à monsieur le ministre? Oui, monsieur le ministre, c'est de savoir est-ce que la promesse qui avait été faite par le gouvernement en 2023, qui consistait à faire beaucoup plus de dépenses d'investissement que de dépenses peut-être de fonctionnement, est-ce que cette promesse elle est tenue au ministère de la Défense, au vu de l'exécution, bien sûr, du budget? Cette promesse est tenue au niveau du ministère de la Défense nationale. Vous voyez le budget du personnel, le salaire. Si vous prenez mon exposé en 2022-2023, vous verrez qu'il a baissé de 25%. Comment? Si la réforme marche, l'un des impacts, c'est la diminution du budget de solde des militaires. Il y a eu tout ce qui part à la militaire sont déjà dégradés, donc hautement payés, et en fonction du nombre d'années de service et puis, ou de l'âge, les militaires partent à la retraite. Et les nouvelles recrues qui viennent, leur solde est infime par rapport à ceux qui partent à la retraite. Donc, au niveau du personnel, ça a eu d'abord son impact. Deuxièmement, le fonctionnement de l'armée ne coûte pas trop cher. Nous n'avons pas tous les temps des missionnaires à l'étranger, des billets d'avion. Non. Notre mission se fait à l'intérieur, par le ministre, le directeur de cabinet, le chef d'état-major des armes, les différents chefs d'état-major. Les dépenses du personnel beaucoup diminué drastiquement. Dépenses de fonctionnement de l'administration diminué drastiquement. On a vu aussi, si vous permettez, au cours de cette année, on a vu beaucoup de reportages à la télévision nationale, de comptes rendus, de formations qui sont offertes à des officiers de l'armée, à des gestionnaires sur
l'exécution du budget, sur la passation des marchés. Est-ce que cette démarche vise à un peu dédramatiser, parce que beaucoup disent que l'armée, elle exécute son budget à plus de 100%, l'armée, son budget, son exécution est floue. Est-ce que vous avez eu à un moment une démarche qui consiste un peu à dire à la population, voilà comment nous exécutons et voilà que cette exécution respecte les principes de l'exécution budgétaire? Est-ce que vous faites ces efforts? Très bien. Je profite de votre plateau pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. L'un des principes édictés par le président de ne donner les marchés de construction des casernes et infrastructures guinéennes, de l'armée guinéenne, qu'aux Guinéens, pour le contenu local. Donner de l'emploi aux ouvriers guinéens. La deuxième chose, c'est que, contrairement à ce que les gens croient, il y a par loi ce qu'on appelle le comité des marchés de sécurité. Ce comité de marché de sécurité est composé du ministre de la Défense nationale, du ministre du Budget, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre de la Sécurité, d'un représentant de la présidence de la République et du ministre concerné sectoriellement. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on devrait acheter l'IRM, jusqu'à présent on n'a pas l'IRM, c'est ce qui manque à notre chaîne hospitalière. Donc il fallait inviter le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre des Finances, le ministre du Budget, l'administration générale des grands projets, et puis la présidence de la République. Il fallait inviter le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Santé. Ce sont ces ministres, ces cadres qui se retrouvent pour discuter des marchés, quel que soit le marché du ministère de la Défense nationale. Ensuite, il y a des marchés qui concernent des matériels sensibles qu'on ne peut pas avoir ici. On fait une lettre, un exposé des motifs pour envoyer à l'administration des grands projets pour un avis de non-objection. Il y a un article, l'article 139 du Code des marchés publics, qui nous donne cette autorisation, cette dérogation. Il l'étudie et il nous renvoie l'avis de non-objection et le marché est attribué. Mais tous les marchés de sécurité importants, il y a des montants qui sont élevés. Il faut carrément que ce comité-là se réunisse. Pourquoi les marchés du ministère de la Défense sont exécutés à 100%? D'abord que depuis des années, tout ce que je vous ai énuméré là sont étudiés, on appelle ça planification à froid. Les ingénieurs, on a le génie militaire. Et qu'un entrepreneur, tu nous proposes un bâtiment, on envoie au génie. Les génies, les officiers du génie sont sortis de l'université guinéenne ou étrangère. Ensuite, ils ont fait le génie militaire. Donc, ils vérifient la conformité. Les études sont faites, les sondages du sol, tout est là, planifié. Dès que tu as le marché, on donne. Le Code des marchés publics dit au niveau de la défense, donnez 30%. On donne 30%. Dès que le gars exécute jusqu'à 50%, on lui paye 20%. Ça va rester 50%. Dès qu'il est à 80%, on lui paye 20% encore. Jusqu'au niveau des 5% de garantie qu'on lui paye après l'année de réception provisoire. 5% à la réception provisoire et 5% après la réception définitive. Voilà pourquoi les marchés de l'armée, on ne se cherche pas pour dire oui, on a l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Les études sont faites, la nomenclature budgétaire est là, la ligne, on le sait, c'est dans la loi de programmation militaire. Dès que vous ratez une partie, par exemple, vous voulez faire un projet, vous ratez l'exécution d'une partie, l'autre partie du budget ne peut plus s'exécuter. Pendant que nous y sommes, Monsieur le ministre, certains ont évoqué à des moments la présence de bases militaires dans la sous-région. Est-ce que la Guinée est concernée de bases militaires extérieures? Je ne suis pas au courant de problèmes de bases militaires étrangères dans la sous-région parce que je ne m'occupe pas de la sous-région. Moi, je m'occupe de la République de Guinée. Bien. Mon frère Gibril, oui. Vous imaginez le pays du Sékou Touré, le pays du général Lansana Conté, accueillir une base militaire étrangère. Même au moment de la guerre froide, la Guinée n'a jamais accueilli. Il n'y a pas un centimètre du territoire guinéen pour accueillir une base militaire. Mais les gens l'affirment parfois par
par ignorance. Regardez les textes, les différentes constitutions de la République de Guinée. Pour qu'un État puisse céder une partie de son territoire à une puissance étrangère, il faut que les habitants de cette partie du territoire votent par référendum cet accord. L'affaire de base militaire n'est pas une affaire militaire, c'est une affaire politico-diplomatique. D'accord. Donc, il n'en est pas question. Merci. Ça n'a jamais existé. Oui. Et je prie le bon Dieu que même nos arrière-petits-enfants, que ça n'existe jamais, parce que ça ne ressemble pas à l'histoire de la République. Mais moi, je voudrais juste savoir, Monsieur le ministre, parce qu'on entend souvent ces démentis et beaucoup de discours, mais le militaire que vous êtes, le ministre de la Défense que vous êtes, en quoi ce serait mauvais que la Guinée, dans ses relations militaires avec la France, avec la Russie, accepte que ces pays aient une base militaire sur le territoire national? En quoi ce serait mauvais? Ce ne serait pas du tout mauvais, mais à condition qu'on ait besoin. Est-ce qu'on en a besoin? Je vous pose la question. Non. Si on en a besoin, mais la Guinée n'a pas besoin. Le Guinée est naturellement guerrier. On a quand même à nos frontières des menaces, des risques qu'il a évoqués tout à l'heure. Ouais. Peut-être que la présence de ces partenaires qui sont bien équipés pourrait nous rassurer davantage. Notre présence suffit à elle seule. Oui. La Guinée est le seul pays, je dis bien, le seul pays en Afrique ayant intervenu dans 15 pays, soit pour rétablir leur souveraineté nationale, comme le Bénin, soit pour leur indépendance nationale, comme l'Afrique du Sud, comme le Mozambique, comme la Guinée-Bissau, comme l'Angola, j'en passe des meilleurs. Ou pour restaurer même leur chef d'État, comme la Sierra Leone, comme le Libéria. Le Libéria, quand le président William Tolbert a été déstabilisé, on était jeunes au lycée. C'est le président Mensek Touré qui a détaché l'armée guinéenne pour aller le rétablir et garder son territoire. Dès qu'il y a eu des velléités que l'armée guinéenne quitte, l'armée guinéenne a quitté, ça n'a même pas fait 2 ans, il a eu le coup d'État, il a été assassiné. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin des partenaires. Oui. Les partenaires techniques, nous ne pouvons pas faire tout nous-mêmes. Nous avons formé des armées entières d'autres pays. Tous les grands leaders de l'ANC, Gowan Mbeki, Nelson Mandela, Walter Sisulu, ils ont tous été formés à Kinya ici. Moi, j'ai été formé avec les derniers combattants de l'ANC en 1990. Donc, nous n'avons pas besoin de base. Ils n'ont pas besoin d'établir de base sur notre territoire. On a besoin de partenariat. Oui, peut-être parce que cette émission permet aussi de lever quelques équivoques. Je voudrais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de PA. De points d'appui. Est-ce que, parce que de plus en plus, ça se dit, est-ce que l'armée, comme par le passé, envisage de se déployer sur des axes jugés chauds de Conakry pour remettre en place des PA? Est-ce que ça s'est envisagé? Ce n'est pas le rôle de l'armée. L'armée ne fait pas d'opération intérieure. L'armée, c'est aux frontières. Il n'y aura pas de PA sur l'axe? Non, il n'y a pas de PA. Il n'y aura pas? Non, je ne peux pas le dire. Oui. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui décide d'installer des PA. Bon, monsieur le ministre. C'est le ministre de l'administration du territoire. Les forces de police, pour éclairer la lanterne du public, les forces de police de sécurité se composent en 3. Première catégorie, la police nationale. Oui. Quand elle est requise par le ministère de l'administration du territoire, elle fait son boulot. Quand elle est débordée, deuxième catégorie de force, la gendarmerie nationale. Quand la gendarmerie nationale est débordée, troisième catégorie, les forces armées. Donc je ne fais pas de procès d'intention, je ne vous tiens pas de promesses, ça ne relève pas de ma compétence. D'accord, monsieur le ministre. Alors juste pour terminer, si vous permettez, on l'entend dans les discours politiques, on assiste, monsieur le ministre, permettez, on assiste, monsieur le ministre, des opposants. On assiste, monsieur le ministre, à des décombres. Depuis des années, depuis 2010, on nous parle de plus de 200 morts qui sont au cimetière de Bambeto. Et exactement, des organisations internationales pointent l'armée parfois et la rend
déclarent que celle-là se déploie parfois à des occasions de manifestations. Je vous demande maintenant, est-ce que cette habitude, elle a existé? Est-ce qu'elle cesse? Monsieur le journaliste, monsieur Camara, cette habitude n'a jamais existé. Bien. Merci, monsieur le ministre. Je vais le répondre, droit de réponse. Je vais vous éclairer simplement que ces propos que vous tenez sont des entrepreneurs de la violence. Les gens qui vivent, leur fonds de commerce, c'est la violence. L'autre fonds de commerce, pour qu'il puisse exister à l'international et sur les réseaux sociaux, c'est dénigrer leur patrie, insulter la Guinée. Vous voyez, c'est très déplorable pour les Guinéens. Nous avons une transition au Burkina Faso, une transition au Mali, une transition au Niger, une transition au Gabon. Vous n'entendrez jamais sur les réseaux sociaux les ressortissants de ces pays insulter leur patrie, insulter leurs dirigeants. Le Guinéen est le seul à le faire. Alors, nous, on ne descend pas dans ce débat de caniveau. Quand on n'a pas la dignité de venir servir son pays, regarder son concitoyen en face, réaliser quelque chose. J'ai énuméré tout à l'heure ce que le président de la République il a fait, qui est touchable. Les routes sont visibles, les bâtiments sont visibles, l'électricité, vous l'utilisez, les écoles sont visibles, les casernes sont visibles, les hôpitaux sont visibles. Pendant les 3 ans de Mamadi Doumbouya, si on le faisait chaque année, ce que lui il a fait en 3 ans, si on le faisait à chaque 10 ans, où serait la Guinée aujourd'hui? Alors, je vous en prie, en tant que journaliste, vous êtes crédible. Quand vous tenez des propos ou des affirmations, il faut que ça soit fondé sur des chiffres réels, des faits concrets. Vous m'interpellez sur une question. Aujourd'hui, il y a quand même cette question de santé, n'est-ce pas, des populations, y compris, n'est-ce pas, la santé des corps militaires. Il se trouve que notre pays évacue beaucoup, n'est-ce pas, des patients à l'extérieur. Et parfois, dans certains pays, n'est-ce pas, c'est au niveau des garnisons militaires qui se trouvent les plus grands spécialistes. Est-ce que vous n'avez pas envisagé justement concrètement des moyens de mettre en place, n'est-ce pas, un système sanitaire au niveau de l'armée qui pourrait quand même réduire ces évacuations très massives, justement, qui coûtent et qui créent des préoccupations au niveau des populations? Merci beaucoup, M. Gibril. Nous avons y pensé, et d'abord à remarquer le comportement, les mœurs alimentaires des Guinéens. Les gens ne mangent pas bio. Tous les produits qui arrivent sont des produits chimiques, les engrais utilisés dans les champs. Ça fait de sorte que tout ce qu'on mange n'est pas bio. Et les nouvelles maladies commencent à naître chez nous, notamment les maladies endocrinologiques, les diabètes, les tensions et autres, là, liées au stress et à l'environnement, bien sûr. C'est compte tenu de tout ça que le président a instruit. Et au niveau des établissements civils, sanitaires, et au niveau de l'armée, de construire des hôpitaux pour faire face aux problèmes de dialyse. Parce que ça commençait à être une préoccupation nationale. Nous avons réalisé notre hôpital d'hémodialyse au Calfaire. Je crois que c'est l'hôpital qui a la plus grande capacité parce que nous pouvons dialyser 60 personnes par jour avec le laboratoire de dernière génération pour les analyses. C'est ouvert au public, ceux qui y fréquentent le savent et c'est à moindre coût. Nous avons ouvert l'hôpital militaire du Camp Samori où nous avons 4 blocs opératoires. L'armée est la première unité hospitalière en Guinée à faire la célochirurgie, c'est-à-dire la chirurgie mini-invasive. Avec 3 seringues et un écran, on arrive à opérer. Et les opérations sont à la chaîne. Et on a en perspective la construction de l'hôpital militaire d'instruction de Dubreka. Voilà. Merci. Voilà, Monsieur le ministre, nous avons dit que cette émission, on fait le point, se réalise sous le sceau de la redevabilité. C'est un principe voulu par le président de la République. Et quand on parle de redevabilité, n'est-ce pas, on parle de la redevabilité vis-à-vis des populations. Alors donc, nous allons passer à une autre séquence justement de cette émission. C'est le Vox Pop où les populations vont vous interpeller sur certaines questions de préoccupation. On va les suivre. Très bien.
Sissé Koussouma, citoyen de Kaloum. Nous attendons au ministère de la Défense nationale le changement de comportement chez certains militaires guinéens. C'est-à-dire d'améliorer encore de plus leur formation, en même temps de sécuriser le long de nos frontières et en plus de ça, de voir comme chez les autres militaires dans la sous-région comment ces militaires-là se comportent, d'aller en plus de formation. Vérité lancée Condé. Ce que je demanderai au ministre aujourd'hui, c'est de le dire tout simplement de retirer nos militaires, c'est de retirer nos gendarmes de garde. De garde, c'est-à-dire souvent ça fait mal aujourd'hui quand tu vois un militaire en train de prendre garde devant un civil. C'est-à-dire une station-service, tu peux voir aujourd'hui un militaire, c'est vrai, c'est de la sécurité, c'est vrai, c'est la défense, mais un militaire n'est pas n'importe qui. C'est le symbole de notre défense. Voilà, Monsieur le ministre, c'est vous qui êtes interpellé par ces citoyens qui ont exprimé leurs préoccupations par rapport à votre gestion. Très bien, j'ai écouté le premier citoyen qui nous demande d'améliorer le comportement des militaires. Il a raison. L'armée, c'est le dernier espoir des citoyens. Nous devrons être un exemple. Je le rappelle quand même que les militaires ne se comportaient pas aussi bien comme ça. Nous avons beaucoup fait. Le militaire n'est pas venu d'ailleurs, c'est le Guinéen. Alors, le comportement, c'est toute la Guinée, c'est les jeunes actuels. Mais nous essayons, chez nous, il n'y a pas beaucoup de tolérance. On dit dans l'armée que la punition réprime l'oubli du devoir et redresse la conduite. Donc nous essayons d'améliorer, on en a fait, mais il n'y a pas à se défendre. La remise en cause est humaine. Nous allons encore faire de la pression, de l'éducation, de la formation civique au niveau de nos soldats pour qu'ils répondent de plus à l'attente de leur population. C'est d'ailleurs l'occasion de noter que le tribunal militaire actuellement, il y a un procureur militaire qui est très actif sur le terrain. Oui, le procureur militaire, mais aussi la police judiciaire militaire qui circule dans la capitale pour voir si un militaire il est en tenue, où il va, d'où il vient. À plus forte raison, posséder une arme. Vous ne verrez aucun militaire dans les transports en commun comme avant, sur la route, avec une arme ou dans les quartiers. Pas quelque chose, c'est une infraction. Voilà, vous êtes interpellé aussi sur les militaires qui gardent des civils. Les militaires qui gardent les civils, je n'en connais pas. Le président avait instruit d'enlever les gardes derrière tous les civils. Et nous n'avons pas, quelle que soit votre importance, si ce n'est pas prévu par la loi, être membre du gouvernement ou assurer certaines fonctions régaliennes comme les procureurs et au président des tribunaux spéciaux, ça n'existe plus. Mais ce qui concerne les points d'économie, les stations d'essence, les grandes sociétés, nous avons le devoir d'assurer leur sécurité afin de rassurer les investisseurs qu'ils peuvent venir en Guinée. L'armée tient sa sécurité. Merci. Voilà, Monsieur le ministre, avant de revenir sur les perspectives, vos perspectives, il y a que vous avez plaidé pour une augmentation de votre budget. Et nous sommes en fin d'année, est-ce que vous avez un axe prioritaire sur lequel vous voudriez insister en ce moment même en termes de demande d'investissement qui vous a manqué pour l'année 2024? Oui, comme dépenses d'investissement, nous avons besoin de sortir certaines casernes de la ville de Conakry, telles que l'école d'état-major, on doit le transférer à Tabli. Nous avons 105 hectares. On a pris 15 hectares pour le Britannique. On doit construire l'école de guerre. On doit avoir maintenant toutes les institutions. Et maintenant, nous avons reçu tous les pays amis dans lesquels on envoie nos enfants. Aujourd'hui, grâce à la politique de réforme et d'éducation du général Doumbouya, nous avons reçu aujourd'hui les enfants en Britannique de tous ces pays
à l'école d'officiers de tous ces pays, à l'école d'état-major de tous ces pays. Donc leur entretien, la sécurité, la santé, les voyages d'études, ça demande de l'argent. Il faut transférer ces écoles en dehors de Conakry. Justement, par rapport à ces Britanniques, monsieur le ministre, qui préoccupent, qui intéressent beaucoup l'opinion, est-ce que ces enfants, vous les gardez jusqu'à ce qu'ils fassent carrière ou alors c'est des formations séquencées, n'est-ce pas, qui sont interrompues dans la durée du temps? Je vais expliquer aux gens ce que c'est que le Britannique, c'est le nom du premier endroit où il a été érigé dans la Grèce antique pour abriter, recueillir, former, éduquer les enfants des soldats morts au front, entre parenthèses. On appelle l'école militaire préparatoire technique. Ce sont des enfants de la nation qu'on prend de la 7e à la terminale. Les rééduquer. Leur famille, c'est l'armée. Leur patrie, c'est la Guinée. Leur père, c'est le chef militaire. Ils ne connaissent pas d'ethnie, ils ne connaissent pas de région, ils ne connaissent que la Guinée. Voilà ce qu'on leur inclut. L'enseignement dispensé dans l'enseignement général par le ministère de l'enseignement préuniversitaire est dispensé. En plus, il y a les cours militaires de leur niveau qui leur sont dispensés. L'éducation civique, morale, patriotique, l'histoire de leur pays qui leur sont dispensés. Jusqu'au baccalauréat. L'année prochaine, la première promotion va faire le brevet. Ils seront sur la liste nationale, comme les autres enfants. Ils vont aller faire le baccalauréat, sur la liste nationale, comme les autres enfants. Après le baccalauréat, ceux qui veulent faire l'armée, ils s'inscrivent. D'abord, ils font une demande. Là où ils ne sont pas militaires. Il faut qu'on le précise. Ils font une demande adressée au ministre de la Défense nationale qu'ils veulent intégrer l'armée. Le ministre, après enquête, prend un arrêté pour les intégrer dans l'armée. Sur ce, ils intègrent une faculté pour faire la licence. À partir de la licence, en fonction de leur spécialité mathématiques ou sciences économiques et sociales, ils sont admis dans une académie militaire, soit navale, soit militaire, soit aérienne, pour être pilote, ceci ou cela. Ceux qui ne veulent pas faire l'armée, l'objectif est déjà atteint. On a fait un citoyen modèle. Et ils sont envoyés dans les bourses d'excellence, dans les grandes universités nationales ou étrangères pour être formés. Du coup, le rêve du président, c'est qu'après quelques années, qu'on trouve que le ministre civil de l'économie et des finances a fait le Prytanée militaire avec le chef d'état-major, qui a fait le Prytanée militaire avec le ministre de la Santé. Voilà le rêve. Voilà à quoi le Prytanée militaire il est destiné. Voilà, monsieur le ministre, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'être venu dans cette émission On fait le point. Avec vous, on a campé justement la problématique de la gestion, n'est-ce pas, des budgets alloués à votre département. C'est dans le cadre des principes de redevabilité, n'est-ce pas, prônés par le président de la République en ce qui concerne la gestion, n'est-ce pas, des deniers publics. Une fois encore, merci de nous avoir pratiqués. Amis téléspectateurs, vous nous retrouverez, n'est-ce pas, dans d'autres émissions. On fait le point. En tout cas, mesdames et messieurs, vous serez particulièrement servis et édifiés sur la gestion des deniers publics en République de Guinée, conformément à la volonté de monsieur le président de la République. Cette émission vous a été proposée par le ministère de l'Information et de la Communication, réalisée par la RTG, ici présentée par Abdoulaye Djibril Diallo et avec monsieur Tierno Amadou Kamara. Et je pense que vous avez été bien servi et une fois encore, on se retrouve.